Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle édition du journal sur BSC Télévision. Messieurs, dames, bienvenue. Le menu. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a rencontré tour à tour le président de deux chambres, Christophe Mbosso et Modeste Bahati, ainsi que le VPM de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba. L'objectif vous sera donné dans ce journal. Au Kasaï central, une locomotive de la Société nationale de chemin de fer du Congo s'est renversée dans un ravin dans le territoire des Demba. Le détail dans un instant. Dans l'objectif de promouvoir la culture africaine sur tous les continents africains, le monde entier célèbre chaque 24 janvier la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Le mardi 23 janvier 2024, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu Jeff Radebe, l'envoyé spécial du président Cyril Ramaphosa, porteur d'un message de ces derniers sur la construction, sur la contribution de l'Afrique du Sud pour le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, la presse présidentielle. La République sud-africaine est déterminée à contribuer de manière significative au retour de la paix durable dans l'est de la RDC. L'envoyé spécial du président Cyril Ramaphosa pour la région des Grands Lacs l'a dit au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jeff Radebe insiste sur la coopération militaire et l'excellence des relations économiques existantes entre la RDC et l'Afrique du Sud. Que notre gouvernement et le peuple sud-africain sont là pour soutenir le gouvernement et les Congolais pour se rassurer que nous amenons l'unité, la sécurité et la prospérité à la RDC et particulièrement à l'est de la RDC. C'est pour cela que nous faisons partie de la SADC pour s'assurer ensemble que nous emmenons la mission de paix afin de maintenir la stabilité et la paix. Mais au-delà de cela, notre président est engagé à renforcer la collaboration économique et la coopération entre la RDC et l'Afrique du Sud. Et nous verrons beaucoup d'actions pour ce qui est des activités commerciales entre les deux pays. La République sud-africaine, pays membre de la SADC, a décidé d'apporter la paix à travers l'une de ses unités appelée Force de sauvegarde de la paix qui est déjà sur le terrain dans l'est de la RDC. À la Cité de l'Union africaine, Jeff Radebe était accompagné de l'ambassadeur sud-africain en poste à Kinshasa. Réfléchir sur l'avenir de l'Union sacrée de la nation était l'objectif de la rencontre d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, Modeste Bahati, président du Sénat, et Jean-Pierre Bemba, VPM de la Défense nationale. À l'issue de ces rencontres, Augustin Kabouya a donné les grandes lignes de ces retrouvailles. Nous venons de nous réunir et nous avons aussi réfléchi. Nous prenons la démocratie. Ils sont libres d'envisager, d'avoir des ambitions, ce qui est tout à fait normal. N'oubliez pas que la RDC, c'est un État qui prône la démocratie. Et nous ne pouvons pas empêcher les membres de l'Union sacrée de se réunir. Le danger peut intervenir seulement quand les gens se réunissent pour comploter contre l'Union sacrée. Or, dans les réflexions, je ne vois pas ce qui peut m'inquiéter. Nous sommes des responsables politiques aussi. Nous venons de nous concerter pour voir ce que nous pouvons faire aussi pour le bon fonctionnement et la réussite du deuxième mandat du chef de l'État.
Ça ne fait pas des autres comme ça? Si tout le monde veut se réunir et dans l'Union sacrée prier. Non, si vous avez des préoccupations, référez-vous aux gens qui se sont réunis et posez des questions. Puisque moi, je ne suis pas leur porte-parole. Je suis membre du Présidium. J'ai vu un membre du Présidium ici. Il n'est pas le seul à être rencontré. Je viens de rencontrer aussi le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, avec qui nous avons encore échangé. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, quand j'étais avec le président du Sénat, nous sommes les membres du Présidium de l'Union sacrée et nous venons d'une élection où nous deux nous sommes élus comme députés au niveau national. Et il est normal qu'on puisse se concerter pour voir l'avenir de notre plateforme politique l'Union sacrée. C'est officiel, une plateforme au sein de l'Union sacrée de la Nation, Pacte pour un Congo retrouvé, a vu le jour hier mardi 23 janvier 2024 à Kinshasa, coordonnée par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe. Ces blocs a pour mission de matérialiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant ses seconds mandats. La coalition AABAR UNC AVK 2028, AB50, AAAP, AMCS, Code CED, au sein de l'Union sacrée de la Nation dénommée Pacte pour un Congo retrouvé, tenu par les vice-premiers ministres, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, du ministre de l'Industrie Julien Paluku, Tony Kankou et Jean-Lucien Boussa, a connu sa sortie officielle le mardi 23 janvier 2023 à Kinshasa. Cette plateforme a pour vision de soutenir les seconds mandats du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car l'heure ne plus à leur heure, a fait savoir Vital Kamerhe. Il ne faut pas attendre que l'autre commence, puisque finalement, nous allons tous attendre et personne ne facilitera la tâche au président. Ce que nous venons de faire, c'est un début. Ce pacte, c'est pour renforcer la cohésion au sein de l'Union sacrée, ramener la discipline, pour que nous tous nous sachions que désormais, nous n'avons plus droit à l'erreur. Le président de la République ayant reçu la légitimité à l'issue des élections à travers les urnes, il a désormais, nous l'avons vu, à la suite de la grande démonstration, le jour de la prestation du serment, la légitimité populaire. Nous devons donc faire en sorte que nous n'épargnions aucun effort pour que les idées du président se transforme en action pour ainsi répondre aux besoins de notre population. D'après les communiqués sanctionnant ces assises, ces blocs constituent d'un accord politique historique entre ces personnalités politiques. On évolue dans ces journaux pour l'absence totale du leadership. Le militante et militant du parti politique lumumbiste unifié PALU ont décidé à l'unanimité sur la destitution de leur secrétaire général Willy Makiashi. À cet effet, Didier Mazenga a été désigné mardi 23 janvier 2024 par les secrétaires provinciaux de ces partis pour ces postes. Conformément aux prescrits statutaires et réglementaire du parti lumumbiste unifié, spécialement l'article 111 du règlement intérieur qui dispose que pour tout responsable d'organes du parti, les défaillances suivantes sont susceptibles d'entraîner une remise en cause de son mandat pour les fonctions électives et de sa désignation pour les autres fonctions au sein du parti, notamment l'abstentéisme, l'improductivité, l'inactivité, l'attentisme, l'incompétence et l'inefficacité. Et au procès verbal de la réunion du cadre militantes et militants du parti lumumbiste unifié de ce 23 janvier 2024, nous signataires de la présente, mis par la volonté de sauver ces partis d'avant-garde, prenons les décisions politiques suivantes. La première, la destitution du camarade Willy Makiashi
de ses fonctions de secrétaire général, chef du parti, pour haute trahison, incompétence et inactivité. 2. À dater de ce jour, le secrétaire général adjoint en charge de questions politiques, administratives et juridiques, le camarade Didier Mazenga Mukanzu, assume à la fois l'intérim du secrétaire général chef du parti Lumumbiste Unifié et du président du regroupement de l'action des alliés de la Convention et le parti Lumumbiste Unifié, AAC en sigle, jusqu'à l'organisation du congrès extraordinaire dans un bref délai. Et à l'EPST, au cours d'une rencontre dans son cabinet de travail, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba Kazadi, a évalué la feuille de route 2024-2028 sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement. C'était en présence de chefs de corps de l'EPST et de l'inspecteur général le mardi 23 janvier 2024. Je vous propose de suivre. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwamba Kazadi, a tenu une réunion technique dans son cabinet de travail le mardi 23 janvier 2024. Au menu de cet échange, l'évaluation de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Ont pris part à cette réunion le chef de corps, dont le secrétaire général et l'inspecteur général de l'EPST. La feuille de route quinquennale 2024-2028 a été exploitée et adoptée partiellement en attendant celle de l'administration centrale et de l'inspection générale de l'EPST. Pour le secrétariat général, il est demandé d'instruire le gestionnaire d'école à recourir en cas de vacances à la base de données pour les affectations des enseignants. Quant à l'inspection générale à l'enseignement, il est prévu le recrutement des enseignants sur base des concours et de mérite. Signalons cependant qu'une réunion est encore prévue le jeudi 25 janvier prochain pour vider le litige y afférent. Le travaux de construction d'un nouveau aéroport international d'Ndjili sera lancé dans tout prochain jour par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le ministre de Transport, Marc Ekila, qui l'a annoncé le mardi 23 janvier 2024 après sa visite du site à l'aéroport d'Ndjili. Maëlé. Faisant suite des ordres donnés par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans un conseil de ministres en mars 2023 sur la nécessité de construire un nouvel aéroport international d'Ndjili dans l'objectif de faire de la vision du chef de l'État une réalité. Ce mardi 23 janvier, le ministre des Transports, Désenclavement et Voies de communication Marc Ekila a effectué une visite d'inspection à l'aéroport international d'Ndjili. Sur place, les ministres du Transport ont réuni autour d'une table les responsables de la régie des voies aériennes, RVA, la délégation de la société turque Milvins et le membre de son cabinet. Au cours de cette réunion, la société turque Milvins, qui exécutera les travaux de construction et de modernisation de l'aéroport international d'Ndjili, a présenté au ministre la maquette de nouvelles infrastructures qui vont sortir sur terre dans les prochains mois. Après la visite du site où sera régi ces édifices, le ministre du Transport s'est réjoui que tout est fin prêt à 90% pour débuter les travaux qui seront lancés par le chef de l'État. Je suis arrivé aujourd'hui pour une séance de travail à la RVA sur le site de l'aéroport international d'Ndjili dans le cadre de l'exécution de l'instruction qui nous avait été donnée depuis le mois de mars de l'année passée. Nous avons eu à effectuer beaucoup de réunions pour vider tous les préalables qui s'est posé en vue de démarrer effectivement les travaux sur le site. Voilà pourquoi je suis venu sur place avec la délégation des Milvest et le nouveau comité de gestion de la RVA pour faire part des résultats des études qui ont conduit à l'harmonisation des vues entre les deux parties et visiter également les sites sur lesquels nous nous trouvons parce que c'est sur ces sites que finalement sera procédé au lancement des travaux par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dès lors que son agenda le permettrait.
Notons que les travaux de construction et de modernisation du nouvel aéroport international d'Ndjili est prévu pour une durée de 2 ans. Et dans un communiqué, la Société des transports au Congo, Transco, lance à partir du 26 janvier 2024 2 nouvelles lignes Kinshasa-Chikapa et Kinshasa-Mwanda pour faciliter la mobilité de personnes et de leurs biens à travers les pays. Le lancement de cette nouvelle ligne intervient 2 mois après la réception, le 16 novembre 2023, du 21 nouveaux bus du gouvernement destinés à la Société de Transco. Rendons-nous cette fois-ci en province. Le mardi 23 janvier 2024 est la date du lancement de travaux de réhabilitation et d'équipement de la clinique médicale de l'école de police Jules Moké dans la commune des Bagira, ville de Bukavu. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Les détails, c'est dans cet élément que je vous propose de suivre. C'est un projet financé par la MONUSCO à travers sa section UNPOL à hauteur de 99 300 $ américains qui vise à renforcer les capacités institutionnelles de la police nationale congolaise à travers les infrastructures dans le but d'améliorer les conditions de travail dans cet établissement hospitalier. Ce projet consiste non seulement à réhabiliter et équiper cette clinique médicale, mais aussi mettre en place un bâtiment pour des bureaux. Dans ce centre, les soins primaires sont organisés sans aller en profondeur. À en croire le docteur Alain Matombe, médecin provincial de la police nationale congolaise Sud Kivu, toute école de formation est censée avoir une structure médicale capable de répondre aux normes afin de subvenir aux besoins sanitaires des élèves policiers, mais également la population qui vit aux alentours. Ce qui explique l'importance de doter le centre médical école de la police Jules Moké d'une structure médicale répondant aux normes pour pouvoir organiser les 4 services traditionnels et la MONUSCO. Cet officier de la PNC a salué ce projet, fruit du partenariat entre le gouvernement congolais et la MONUSCO. Il faut noter que grâce à cet appui de la MONUSCO, pourra organiser les services prévus, notamment la pédiatrie, la chirurgie, la médecine interne et la maternité. Au Kasaï central, une locomotive de la Société nationale de chemin de fer du Congo s'est renversée dans un ravin dans le territoire des Demba. Ces drames s'est produit sur un endroit où la voie ferrée a été coupée par une tête d'érosion et sur le chantier où s'effectuent les travaux de remblayage. Une équipe de la CNCC a été dépêchée sur place pour évaluer ces dégâts, comme l'a indiqué le directeur de la région nord de la CNCC. Notez que cet incident n'a causé aucun dégât matériel et ni de perte en vie humaine. Cet axe reliant Kananga et Ilebo s'est coupé à la suite des dernières pluies diluviennes. Ce mercredi 24 janvier 2024, c'est la journée internationale de l'éducation qui a pour objectif principal rappeler que l'éducation est un facteur indispensable au développement économique, à la sortie de la pauvreté et à la paix. L'édition de cette année est dédiée au rôle que joue l'éducation et l'enseignement dans les réseaux sociaux. Créée en 2018 par une résolution de l'Organisation des Nations Unies, la Journée internationale de l'éducation entend célébrer les rôles de l'éducation pour la paix et le développement. Différents objectifs sont assignés entre autres, rappeler que l'éducation constitue une force d'inclusion pour tous et notamment pour le plus d'1 milliard de personnes, jeunes, adultes, qui ne maîtrisent pas les compétences des bases en alphabétisation. Soutenir les efforts auprès des enfants et de jeunes qui ne sont pas scolarisés ou qui maîtrisent insuffisamment la lecture ou les mathématiques. Selon l'Organisation des Nations Unies, c'est le cas de 617 millions d'enfants et adolescents. Promouvoir le programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté en 2015, qui consacre l'éducation comme facteur décisif à la réalisation des 17 objectifs pour sauver le monde, et notamment celui d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. D'autres journées ont été instituées par l'Organisation des Nations Unies au service de l'éducation,
comme la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants, le 5 septembre depuis 1994, ainsi que la Journée internationale de l'alphabétisation depuis 1967. La planète Terre célèbre également chaque 24 janvier la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante dans l'objectif justement de promouvoir la culture africaine sur tous les continents africains. À cette occasion, nos journalistes sont allés à la rencontre de quelques opérateurs culturels pour vous partager les idées quant à ce. Regardez. La Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, elle célèbre les nombreuses cultures dynamiques du continent africain et des diasporas africaines à travers le monde, renforçant ainsi le mandat de l'UNESCO de promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine dans le monde entier. Interrogée sur la mode comme vecteur de la culture traditionnelle africaine, Lydia Sambaï pense qu'il faudrait que la femme congolaise comprenne que c'est elle le miroir de la culture et éducatrice de la nation. Est-ce que la femme congolaise est prête à s'habiller tel que repris dans son identité? Je pense pas. Et c'est l'une des difficultés que nous avons. Parce que même si on se dit qu'on rentre dans le passé et qu'on se remet à porter on a les seins à moitié à l'air, on essaye de cacher un tout petit peu, je crois qu'il n'y a aucune femme qui voudra de ça. Même si, parmi les tenues classées sexy, elles ont tendance à le faire. Mais si on nous imposait ça, aucune femme actuellement africaine l'acceptera. De l'autre côté, Roch Bokabela Bodo nous parle de la conservation des valeurs africaines. La culture africaine est l'ensemble de nos valeurs. C'est l'âme de tout un peuple. C'est notre âme. C'est notre façon d'être, notre façon de vivre, notre façon de voir le monde. Quand on parle de la culture afrodescendante, eh bien, c'est le fruit, c'est ce qui reste des enfants africains après avoir subi tout ce que l'homme noir a connu à travers des siècles. Les concepts tels que le mariage homosexuel ne peut jamais passer. Ce que nous devons préserver de plus, c'est notre expression culturelle, notre expression artistique, notre façon de célébrer Dieu, notre façon de louer Dieu. Ce sont nos valeurs. Notons que cette journée a été adoptée par l'UNESCO lors de la 40e session de sa conférence générale en 2019 et cette date coïncide avec l'adoption de la charte de la Renaissance culturelle africaine en 2006 par le chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Toujours dans les cadres de sa tournée sur les continents africains après les Cap-Verts, le secrétaire d'État américain Tony Blinken s'est rendu à Côte d'Ivoire avant de visiter le Nigeria puis l'Angola, une tournée destinée à maintenir l'influence des États-Unis face à la concurrence des Pékin et des Moscou de plus en plus forte. Les détails, c'est dans ces reportages de nos confrères de France 24. Après le Cap-Vert, Abidjan, la Côte d'Ivoire, deuxième étape de la tournée ouest-africaine d'Anthony Blinken. Un choix stratégique pour le chef de la diplomatie américaine qui profite de cette visite pour saluer la politique du président ivoirien Alassane Ouattara, à la fois en matière de démocratie, contre les coups d'État militaires dans la région, mais aussi de lutte contre le djihadisme. Je dois saluer l'approche adoptée par la Côte d'Ivoire. Travailler avec les communautés, les écouter, s'assurer que leurs forces de sécurité comprennent les besoins, les préoccupations des communautés locales et construire la sécurité ensemble. La Côte d'Ivoire montre la voie à suivre et je pense que cela peut servir de modèle très puissant pour d'autres pays. Anthony Blinken a promis un renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans la formation de troupes. 45 millions de dollars ajoutés à un plan d'aide de 300 millions pour lutter contre les djihadistes. Mais la visite a été aussi l'occasion de suivre la Coupe d'Afrique des Nations et d'assister au match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale au stade d'Ebimpe, une infrastructure olympique construite par la Chine. Une semaine avant, Anthony Blinken, son homologue chinois de passage à Abidjan, n'avait d'ailleurs pas manqué de le rappeler.
Au nom de la Chine, j'aimerais vous féliciter pour l'organisation réussie de la Coupe d'Afrique des Nations par la Côte d'Ivoire. La cérémonie d'ouverture de cette édition s'est déroulée dans un stade construit par des entreprises chinoises. Et on est vraiment heureux de pouvoir contribuer au succès de cette édition. Cette présence de la Chine et son influence grandissante, Washington en est bien conscient. Tout comme il mesure celle de la Russie qui a désormais la faveur de plusieurs États africains, dont le Mali et la Centrafrique. Alors pour ne pas céder du terrain face à ces deux géants, Anthony Blinken multiplie les annonces d'investissement et de partenariats. Lundi, à Praia, au Cap-Vert, il a assuré, je cite, que Washington mettait le paquet sur l'Afrique, répétant une phrase prononcée par le président américain Joe Biden en 2022 devant les chefs d'État africains. Après la Côte d'Ivoire, le diplomate américain est arrivé au Nigeria avant de clore sa tournée en Angola. C'était un reportage de TV5 Monde. En année, on rappelle le principal titre présent. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a rencontré tour à tour le président de deux chambres, Christophe Mbosso, et Modeste Bahati, ainsi que le VPM de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba. Au Kasaï central, une locomotive de la Société nationale de chemin de fer du Congo s'est renversée dans un ravin dans les territoires des Demba. Les détails, vous l'avez lu dans ce journal. Et dans l'objectif de promouvoir la culture africaine sur tous les continents africains, le monde entier célèbre chaque 24 janvier la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Ce journal est terminé, messieurs, dames. Merci de l'avoir suivi et surtout, bonne chance aux léopards de la République démocratique du Congo. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.